Bonjour à tous. Il y a un petit problème de format, j'espère que ce ne sera pas le cas pour les autres slides. Heu, alors rapidement, Ubisoft est une entreprise créée en 86 par les frères Guillemot en Bretagne et nous on s'occupe pardon de développer, éditer et distribuer des jeux vidéo d'un peu tout type, action, aventure, stratégie. Je vous ai mis les franchises les plus connues. Moi, ma préférée, c'est Just Dance, mais on a aussi Assassin's Creed qui marche bien, Rainbow Six et un peu plus grand public, on a Rayman et les lapins crétins. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, de jouer en streaming. Jouer en streaming, c'est pas compliqué. En gros, il y a un utilisateur qui veut jouer à un jeu sur un appareil qui peut être, son téléphone, sa télé, son ordinateur et le principe, c'est que le jeu ne va pas tourner sur son ordinateur, mais il va tourner dans le cloud sur un serveur. Et ça fonctionne en fait par un ensemble, de flux qui va être un échange de commandes pour l'utilisateur et notamment d'audio et de vidéo entre, le serveur, donc le cloud et l'ordinateur du joueur. Ce qui est bien avec le streaming, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer le jeu, de le télécharger sur votre ordinateur. Tout va fonctionner avec internet. Si c'est encore un peu flou pour vous ce que c'est le streaming, Netflix, c'est du streaming. Quand on veut regarder un film sur Netflix, on va pas, le télécharger sur, sa télévision. Il va tourner sur un serveur et on va juste le regarder à distance. Alors, comment ça marche le streaming? Je vous ai représenté les différentes étapes de la vie d'une machine, donc du serveur qui va héberger le jeu vidéo. La première étape, c'est, de créer une machine. Souvent, on fait appel à des fournisseurs externes comme AWS ou Microsoft Azure. Et donc, l'idée, c'est d'allumer la machine, la première étape. Une fois que c'est fait, la machine, elle est prête. Cependant, elle n'est pas prête à accueillir un joueur. Pour qu'un joueur puisse jouer, il faut qu'on mette le jeu dessus, qu'on l'installe. Et des fois, il y a des petits settings qu'on fait, par exemple, si on veut mettre le jeu en anglais, etc. Une fois que la machine elle est prête, ce qui se passe, c'est qu'elle est dans un état où elle va attendre un joueur. Et donc, il y a un joueur qui arrive et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en relation la machine et le joueur pour que le joueur puisse jouer. Le joueur joue, ça se passe très bien et ensuite, il arrête de jouer, donc c'est la fin du streaming. Dans, cette vie de machine, il y a 3 scénarios de fin possibles. Le premier, c'est on éteint la machine parce qu'il y a une erreur ou parce qu'on la veut plus, on arrête la machine. Le deuxième scénario qu'il y a, c'est je vous ai dit que le streaming, ça marche avec internet. Quand on utilise du Wi-Fi, il arrive souvent qu'il y ait des petites pertes de connexion. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, vous laisse quelques minutes pour revenir. Si vous perdez votre connexion, vous avez X minutes pour revenir et vous allez reprendre directement votre partie là où elle en était. Le dernier scénario, c'est le recyclage des machines. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'éteint pas le serveur, mais on va, le repréparer pour qu'un joueur puisse se remettre dessus. En gros, on remet le jeu à 0, on enlève la sauvegarde du joueur et on remet les settings dans l'état qu'on voulait, de départ. Dans un monde idéal, voici ce qu'on ferait. Il y a un joueur qui arrive, il veut jouer, j'allume la machine, on la prépare. Il n'y a plus besoin d'allouer la machine à un joueur parce que je l'ai allumée pour ce joueur-là. Le joueur joue, il y a le début et la fin du streaming et ensuite j'éteins la machine parce que le joueur a fini sa session. Sauf que dans la vraie vie, les 3 premières étapes, elles sont longues, elles prennent plusieurs minutes. Et l'intérêt du streaming, c'est de vendre quelque chose d'assez instantané. Comme il n'y a pas besoin d'installer et télécharger un jeu, l'idée, c'est de faire un produit où le joueur, il joue direct, il rentre direct dans l'expérience. Or, si je lui propose plusieurs minutes d'attente, on perd un peu l'intérêt du streaming. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est obligé de passer par le scénario où on allume plein de machines et à chaque fois, on va les renettoyer pour qu'il y ait un joueur qui puisse se reconnecter sur cette machine pour jouer. Le problème, je pense que vous l'aurez compris, c'est cette étape de ready où la machine, elle est allumée et elle attend un joueur. Si je mets trop de machines, c'est bien parce que tout le monde va pouvoir jouer, mais je vais avoir aussi beaucoup de machines qui vont être en attente. En gros, je vais les payer pour rien. Et si j'en mets pas assez, alors c'est bien parce que je vais pas payer de machines qui vont être vides, mais il y a des gens qui vont pas pouvoir jouer et qui vont être frustrés. C'est tout l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter des simulations qui vont essayer de trouver en fait un nombre de machines optimal pour que, tout le monde puisse jouer, mais qu'en même temps les machines soient pas payées à rien faire. Alors comment on a fait nos simulations? On a utilisé un package Python qui s'appelle CU. Je pense que c'est le pire package à prononcer en conférence. CIW, on va dire. Et en gros, ça fonctionne avec un réseau de graphes. Comment ça marche? J'ai des clients qui vont arriver, donc ils sont tous dans un gros nœud d'arrivée. Ensuite, les clients vont être dispersés sur des machines.
Certains vont jouer et ils vont pouvoir avoir leur session de streaming et ça se passe bien, ils vont en sortie. Et d'autres vont être mis soit en file d'attente, soit ils vont transiter d'une autre machine à une autre avant de pouvoir aller en sortie. Quand les utilisateurs ils arrivent sur le nœud de sortie, ils ont différents états possibles. Le premier, service complete. Ça veut dire que l'utilisateur a pu jouer, il est content, et puis nous aussi. Le deuxième, c'est rejeter. La file d'attente, par exemple, était pleine, ou il n'y avait même pas de file d'attente, il n'y avait pas de machine pour lui, donc l'utilisateur n'a pas pu jouer. Il y a aussi l'abandon. Ça, c'est vous rentrez en file d'attente, vous voyez que vous êtes en attente, vous n'avez pas envie d'attendre, donc vous partez. Il y a service interrompu. Ça, par exemple, il y a une erreur, ou alors on a dit qu'on éteignait toutes nos machines à minuit. Il est minuit, j'éteins, votre service est terminé. Et le dernier, c'est les clients qui renoncent. En gros, c'est avant même d'entrer dans la file d'attente, vous vous dites, il y a une file d'attente, je n'irai pas, je ne veux pas du tout attendre. Alors, ce qui est bien avec les simulations, c'est qu'il y a beaucoup d'hypothèses, donc on peut faire un truc qui colle à notre cas d'usage, mais ça implique aussi de faire beaucoup d'hypothèses, et des fois, il y a plein de choses, nous, on ne savait pas quoi mettre. Donc, la première simulation que je vais vous montrer, on a essayé de la faire la plus simple possible. On est quand même obligé de prendre des hypothèses sur quand les gens vont utiliser notre service et combien de temps. Ça, c'est la distribution des interarrivées. Interarrivées, c'est la différence entre deux clients. Et on l'a calculé sur des données historiques de streaming et des alphas et des bêtas qu'on a fait à Ubisoft. Voici la répartition qu'on a obtenue. Ça ressemble à une exponentielle. En gros, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients qui arrivent les uns après les autres avec un temps très faible. La deuxième hypothèse qu'on a fait, c'est le temps de service. Donc moi, ça va être le temps que les gens vont jouer au jeu. C'était une démo de 45 minutes. C'est pour ça qu'on a un petit pic à la fin des 45 minutes. C'est les gens qui vont jusqu'au bout. On voit encore une fois que ça ressemble à une exponentielle. Avec cette fois-ci, c'est un petit peu plus lissé, entre 0 et 10 minutes. Ensuite, il y a plein d'autres hypothèses qu'on n'a pas utilisées parce que je vous ai dit qu'on faisait le truc le plus simple possible, mais je peux quand même vous les expliquer rapidement. Classe de priorité, si on imagine un hôpital, on comprend bien qu'il y a des gens, par exemple, qui sont plus prioritaires en fonction de leur état par rapport à d'autres. Les clients qui renoncent ou qui se disent qu'ils ne vont pas rejoindre la file d'attente, ça, on n'avait aucune idée de quoi prendre. Donc au début, on s'est dit, personne ne renoncera, tout le monde va rester. Horaire des serveurs, on n'en a pas fait au début. Classe de clients dynamique, si je reprends l'exemple de l'hôpital, vous voyez un médecin et en fait, il se rend compte que votre état est plus grave, donc vous devenez prioritaire. Et interblocage, c'est vraiment particulier, c'est quand vous êtes baladé d'un service à un autre et vous sortez jamais en fait du graphe. Nous, pareil, on a pris comme hypothèse qu'il n'y en aurait pas. Rapidement, mes dernières hypothèses, je vais faire des simulations à la journée, à la minute. J'ai inclus dans mon temps de service le temps de recyclage. Vous savez, quand je nettoie la machine pour qu'il y ait un nouveau joueur qui puisse jouer. Il y aura une durée maximale de 45 minutes et ma file d'attente, elle est infinie parce qu'on ne savait pas quoi prendre au début. Et on s'est dit qu'un temps d'attente de 1 minute, c'était pas mal pour proposer une expérience assez instantanée. Voici ma première simulation. Alors, elle s'appelle Carapuce parce que pour moi, c'est la meilleure façon de commencer Pokémon. Alors, Pokémon, pas du tout. Carapuce, qu'est-ce que c'est? C'est 150 sessions à la journée, donc 150 clients. Et je vais faire varier mon nombre de machines. Le nombre de machines, c'est les serveurs sur lesquels le jeu va tourner en streaming. Je vais le faire varier de 1 à 10, et pour chaque nombre, je vais faire 20 simulations pour essayer d'avoir des tendances qui vont se dessiner. J'ai affiché 4 graphiques. Pour chacun de mes graphiques, c'est toujours pareil. X, c'est mon nombre de machines. Le premier graphique, service, ça va représenter le pourcentage de clients servis. Un exemple, si on prend 5 machines, j'ai 100% des gens qui sont servis. Ce qui est super, c'est ce qu'on voudrait. En bas, j'ai l'utilisation de mes machines, c'est un pourcentage en temps. Si je prends 5 machines, j'ai 15% de mes machines qui sont utilisées. C'est pas top. Ça veut dire que 85% du temps, je paye des machines qui font rien, qui sont juste en attente d'un client. Et à droite, mes deux graphiques, c'est sur le temps d'attente. En haut, c'est la médiane, elle est à 0, pas très intéressant. En bas, j'ai la moyenne. Si je prends 5 machines, je fais attendre les gens en moyenne 1 seconde, ce qui est très bien, largement acceptable. Ensuite, je vais faire évoluer Carapuce en Carabaf. Alors Carabaf, qu'est-ce que c'est? Je continue à jouer avec le temps d'attente. Cette fois-ci, je vais jouer avec le nombre de serveurs et le nombre de sessions. Je vous explique. Le premier graphique, c'est pour 300 sessions à la journée, 3000, 30 000. 30 000, ça fait déjà beaucoup. Mes 3 graphiques, ils représentent la même chose. En X, j'ai le temps d'attente maximal des joueurs
Et en Y, j'ai le pourcentage de clients servis. Moi, je vous le rappelle, je veux 100%. Cette fois-ci, comme j'ai rajouté des paramètres, j'ai plusieurs courbes. Chaque courbe, ça représente un nombre de machines. Qu'est-ce qu'on voit sur le premier scénario? Si je mets une machine, je sers 33% des gens. Je rajoute une machine, je passe à 60% des gens. Ce qui est intéressant à voir avec cette courbe, c'est qu'on voit vite que si je mets 1, 2, 3, 4 machines, je gagne beaucoup et après je m'approche de 100%, j'ai plus trop d'intérêt parce que je suis au maximum. Pour 30 000 sessions à la journée, je mets 10 machines, je sers 38% des gens. J'en rajoute une, je passe à 42%. Là, rajouter une machine, c'est un moins d'impact d'avant, mais c'est normal parce que j'ai plus de clients. Donc, si je veux avoir un vrai impact, il faut que je mette plus de machines. Ce qui est intéressant quand même à voir avec cette courbe, c'est la forme un peu qu'elle prend. Au début, la pente, elle est assez forte. Ça veut dire que ça vaut le coup pour moi de rajouter de l'attente quand les gens, ils attendaient pas. Alors qu'à la fin, ça s'aplatit un petit peu, ce qui veut dire que si les gens, ils attendent déjà beaucoup, par exemple, vous attendez depuis 15 minutes, eh ben, ça vaudra moins le coup de vous faire attendre 16 minutes que le début de ma courbe. Le troisième graphique, c'est pour 30 000 sessions. Je propose qu'on fasse un zoom dessus. Alors, là, on est à 30 000 sessions à la journée. En X, j'ai mon temps d'attente maximum. Chaque couleur, c'est un nombre de machines. Le premier graphique, c'est le pourcentage de clients servis. Si je mets 70 machines, 26% des gens sont servis. J'en rajoute 9, 30%. Deuxième graphique, c'est le pourcentage d'utilisation de mes machines. Pareil, je veux 100%. 70 machines, 53%, 79, 50%. On le savait, mais là, on le voit super bien. J'ai une relation inverse entre les deux. Ce qui est normal. Plus je rajoute de machines, plus les gens sont servis, mais plus potentiellement, il y a des machines qui vont être en attente. Ce qui est aussi intéressant à voir sur cette courbe, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on le voit bien là, au tout début, faire attendre les gens 1 minute de plus, ben, je gagne 5%, ce qui est un peu la même chose que rajouter 10 machines. Alors qu'à la fin de la courbe, ça a un peu moins d'intérêt de faire attendre les gens plus longtemps. Troisième simulation de Tortank. Donc là, en fait, on a essayé de prendre en compte la distribution d'arrivée des gens dans la journée. Parce qu'en vrai, les gens, ils sont plus là la journée que la nuit, par exemple. Donc ça, c'est la distribution qu'on a calculée sur nos données historiques. C'est en UTC, en minutes au Canada. Donc je vais essayer de vous expliquer. La deuxième ligne rouge, c'est 7-8 heures du matin. En gros, la nuit, il y a moins de gens qui jouent. Et ensuite, avant d'aller travailler, avant d'aller à l'école, pas de jugement, moi je trouve ça super. Les gens, ils jouent aux jeux vidéo. Ensuite, ça redescend. On a un pic sur la pause de midi. Et puis, ça va continuer d'augmenter, sachant qu'à Ubisoft, notre pic d'activité, il est autour de 21 heures. Donc, on voulait prendre ça en compte dans nos simulations. Sauf que je vous l'ai pas dit, le streaming, c'est pas le cœur d'activité d'Ubisoft. C'est une petite équipe qui travaille là-dessus. Du coup, allumer et éteindre des machines, disons, c'est semi-automatique. C'est automatique, mais il arrive souvent qu'il y ait des erreurs. Et on voulait faire un petit test en décembre en mettant ça en production. Si on avait allumé les machines toutes les heures en suivant cette distribution, ça veut dire qu'on aurait dû payer quelqu'un qui était là toutes les heures à vérifier que ça fonctionne bien. Et on est une petite équipe, c'était pas le but. Donc on a trouvé un compromis qui était d'allumer toutes les machines la journée et de diviser le nombre par 2 la nuit. Voici ce que ça a donné. Donc on est à 3000 sessions à la journée. Je le répète, mais je pense que vous l'avez compris. En X, j'ai le temps d'attente. Chaque ligne, c'est un nombre de serveurs. Le premier graphique, c'est le pourcentage de clients servis. Et le deuxième, c'est l'utilisation de mes machines. 140 machines, 70%. J'en rajoute 9, 73%. Et pour l'autre, relation inverse encore une fois, 85%, 86%. Là, le truc qui est super intéressant à voir, c'est que avant, en vrai, j'ai fait beaucoup de simulations et je vous ai montré les meilleures. Avant, on était autour de 20%, max 30%. Et là, on a fait un bond énorme. On est autour de 70%, 80%. Pourquoi on a ça? Justement simplement parce qu'on a éteint les machines la nuit, alors qu'il y avait moins de monde la nuit. Comment est-ce qu'on a fait pour sélectionner notre nombre de serveurs? Alors, au début, on a parlé avec l'équipe marketing. Ils nous ont dit, on va calculer une sorte de ROI. Il nous faudrait 95% des clients qui soient servis et les machines qui soient utilisées à 70% pour que ça soit rentable. Ça, on l'obtient jamais. Enfin, j'ai beau faire toutes les simulations possibles, je ne peux pas l'obtenir. Donc, on a calculé une sorte de score pondéré qui prend en compte la répartition et qui varie en fonction du nombre de machines et temps d'attente des gens. Je voulais afficher, je ne suis pas sûre que ça va marcher. En gros, plus le point est jaune, plus le score est élevé, donc c'est ce qu'on veut. Et
mon X et Y, là, c'est des valeurs discrètes, c'est pour ça que les points ils sont alignés. C'est mon temps d'attente et mon nombre de machines. Mon maximum, il est vraiment juste, c'est l'avant-dernier point, là, tout en haut, avec un temps d'attente assez fort et un nombre de machines assez fort, ce qui est logique. Ce qui était assez cool à voir aussi sur ce graphique, c'est qu'il y a des points qui s'équivaut. Par exemple, c'est un peu la même chose de faire attendre les gens 3 minutes pour 184 machines que de faire attendre les gens 4 minutes pour 181 machines. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en gros. Comment on a fait concrètement pour nous choisir le nombre de machines? C'était facile, hein, j'avais un data frame sous Python, je vais chercher le max, je le vois direct. Mais si on voulait faire de la modélisation, c'est de l'optimisation, puis on aurait pu faire une descente de gradient par exemple. En fait si, j'avais pas cliqué. Bon, c'est pas grave. Rapidement, je vais vous parler de la mise en production. Donc elle a eu lieu en décembre, c'était un petit test. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'implémenter les files d'attente, ce qui est quand même très dommage parce que toutes mes simulations se basaient là-dessus. Heureusement, j'avais quelques valeurs où j'avais fait à 0, donc on a pris ces valeurs-là. Et en fait, le premier jour, on s'est aperçu qu'il y avait un écart énorme entre ce qu'on avait prédit et ce qui s'est vraiment passé. Donc les directeurs se sont réunis et ils ont dit « on ne cherche pas l'équilibre, tant pis, on rejette personne et on supportera les coûts ». Heureusement, on a quand même pris en compte la répartition jour-nuit parce qu'on a vu que ça avait super bien marché en termes de gains. Donc ça, on l'a gardé. Voici ce que ça a donné. 99% des gens ont été servis et les machines ont été utilisées à moins de 15%. En termes de répartition des arrivées et de la durée des sessions, on est assez proche de ce qu'on avait estimé. C'est juste que je pense qu'on a eu plus de données, donc ça s'est un peu plus lissé. Conclusion. Je vous ai présenté du coup des simulations qui jouent avec les arrivées des clients, la durée de jeu, la distribution par jour, l'arrêt des serveurs aussi jour et nuit. On a joué avec les paramètres nombre de serveurs, durée d'attente des gens, et on a vu un peu comment on a essayé de sélectionner le meilleur nombre de machines à mettre. Malheureusement, la mise en production, il y a eu des contraintes, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Par contre, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des nouvelles données. Donc je vais terminer sur une note positive. Nos perspectives. On va pouvoir remettre à jour toutes les hypothèses avec les nouvelles données. On va pouvoir travailler sur les autres paramètres. Par exemple, ma file d'attente, elle est en minutes, elle pourrait être en nombre de personnes. Les clients qui abandonnent, renoncent, on a dit que personne n'allait le faire, mais dans la réalité, on sait qu'il y en aura. Donc là, on va un peu plus aller chercher dans la littérature, voir si on trouve des chiffres. Et on va pouvoir, maintenant que la tech est un peu plus robuste, faire peut-être des machines qui s'éteignent et qui s'allument à l'heure. On a aussi un stagiaire qui arrive en avril pour essayer, avec du machine learning, de voir si on ne pourrait pas prédire de manière plus fine l'arrivée des joueurs et le temps qu'ils vont rester sur les machines de streaming. Voilà, merci. Merci pour avoir bien respecté la question de temps. Donc on a le temps de prendre une ou deux questions. Et après, alors je crois, la pause sera un peu plus courte que prévu pour pouvoir rattraper le petit retard qu'on a pris dans la plénière. Donc, faut le micro pour les questions. Ah oui. Sinon pour la captation, c'est pas ça. Voilà. Du coup, je disais merci beaucoup pour la présentation. Vous avez parlé du fait que ce streaming impliquait que vous envoyez que l'utilisateur envoie des commandes. Comment vous gérez la sécurité, puisque il pourrait envoyer tout un tas de commandes qui pourraient pouvoir accéder à des informations sur les serveurs. En fait, les seules commandes qu'il peut envoyer, c'est celles de la manette ou du clavier, mais directement dans le jeu. Tout est bloqué, il ne peut pas avoir accès à autre chose. Donc c'était plus, tu tournes ton joystick à droite, on envoie la commande que tu veux aller à droite, ou alors au clavier, mais c'est la même chose. Mais il y a eu beaucoup de travail là-dessus pour être sûr de bloquer. Et en fait, l'utilisateur, il voit vraiment que le jeu. Et les commandes, elles interagissent que dans le jeu. Il ne peut pas aller ailleurs que sur le serveur. Bonjour, merci pour la présentation. Je prends un peu de recul, je me dis, à chaque fois qu'il y a des lancements de jeux, en général, il y a toujours des problèmes de serveur derrière. Pourquoi, d'après toi, on n'a toujours pas craqué ce problème-là? Prévoir le nombre de charges qu'on va avoir en termes d'utilisateurs, en streaming ou pas, d'ailleurs. Alors là, c'est vraiment un truc différent, le streaming. C'est pas du tout dans le jeu, c'est à part. C'est un serveur qui fait tourner un jeu, ça pourrait être n'importe lequel, donc c'est pas lié à une release.
Pour le reste, j'ai pas la réponse. Moi, je travaille pas sur ces enjeux-là, donc je saurais pas te répondre. Je suis désolée. Ok, bon, tant pis, merci. Ok, bon, on prend une dernière question avant d'aller en pause. Merci. Du coup, sur les données, là, j'ai cru comprendre que tu prenais des joueurs qui étaient dans une zone géographique très restreinte. Est-ce que c'est envisageable au niveau technologique, avec les temps de latence, de prendre sur une zone géographique un peu plus large, histoire du coup de lisser le pic jour-nuit? Ouais, en fait, on travaille dessus. C'est super compliqué la localisation des joueurs parce que, déjà par pays, il y a le langage et nous on veut que le jeu soit dans le langage approprié. Et effectivement, il y a un rayon qui est énorme où plus tu t'éloignes du data center, enfin, même avec une super connexion, tu n'arriveras pas à jouer de façon correcte. Donc, ce qu'on envisage et qu'on est en train de travailler, c'est on prend des serveurs un peu partout pour essayer d'avoir la map la plus quadrillée possible. Et ça joue aussi sur ton allocution. Des fois, on se dit, est-ce qu'on ça vaut pas le coup qu'on te mette ailleurs parce qu'il y a personne, mais du coup ta session est un peu dégradée. On travaille dessus, mais effectivement, c'est des sacrés enjeux, la localisation du joueur. Ouais. Merci. Ok, merci. Merci encore une fois.